Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2. Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation. Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique. Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire. Parole de l'ombre 2. En librairie pour 34,80 € seulement. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est le moment d'oublier le quotidien pour suivre Franck Ferrand dans de nouvelles aventures sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Le personnage que j'aimerais évoquer aujourd'hui est mort à 33 ans après avoir conquis le monde. Il a eu Aristote pour précepteur, il a fondé Alexandrie. Je parle évidemment du fulgurant Alexandre, sans doute le plus connu et le plus populaire aujourd'hui encore des grands héros de l'Antiquité. Et vous me disiez tout à l'heure Franck que vous n'avez pas l'intention de vous cantonner à l'évocation des exploits militaires d'Alexandre. Pas du tout, Julia. Alexandre a été un grand conquérant, certes, mais il serait dommage de le réduire à cela. Et en compagnie de mon invité, qui est un des plus grands spécialistes du personnage, nous allons explorer, vous allez voir, bien d'autres horizons. Alors c'est le moment ou jamais de nous joindre sur le site internet d'Europe 1. Nous avons juste 3 quarts d'heure pour revivre l'épopée. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Si Alexandre avait été moins beau, peut-être parlerait-on moins de lui. Imaginez un guerrier de 25 ans, athlétique, avec des boucles châtain clair aux reflets cuivrés, nous dit Plutarque, son premier grand biographe, et un visage illuminé de grands yeux vert émeraude. C'est bien simple, il suffit qu'Alexandre apparaisse pour soulever les foules. Les soldats qui combattent sous ses ordres ou sous son impulsion sont galvanisés par une présence ultra charismatique. On raconte que le conquérant possédait au dernier degré ce don de pousser les gens à se dépasser. En présence d'un pareil personnage, rien ne paraît impossible. Le conquérant a embrassé l'Asie mineure et tout le Proche-Orient jusqu'au désert de Libye, puis traversant l'Iran et l'Afghanistan, il est monté jusqu'à Samarcande en Ouzbékistan, il est redescendu jusqu'aux bouches de l'Indus, aux confins de l'Inde et du Pakistan, avant de longer d'est en ouest le golfe Persique jusqu'à Babylone, où s'éteindra ce chef prodige en 323 avant notre ère, c'est-à-dire à l'âge de 33 ans. Alexandre demeure à ce jour le plus hardi, le plus romanesque sans doute des grands conquérants. On pense bien sûr, pour lui donner des successeurs, à César, à Attila, à Charlemagne, à Napoléon. Mais Alexandre vient avant eux non seulement dans le temps, soit, mais encore dans la gloire. Le roi de Macédoine a quelque chose de plus et qui tient à sa personnalité magnétique. Cette personnalité, Alexandre la doit surtout à 3 êtres également hors du commun et qui sont le grand roi Philippe II de Macédoine, son père, sa mère, la puissante et retorse Olympias, et puis son précepteur, le dernier d'entre eux en tout cas, qui n'est autre que le grand philosophe Aristote en personne. Comment voulez-vous devenir quelqu'un de banal après tout ça ? Son père, Alexandre, s'est mis à le redouter, puis à le rejeter dès l'âge de 5 ou 6 ans. C'était pourtant un grand souverain, le véritable fondateur du royaume macédonien. Un stratège, un diplomate, un administrateur de premier plan. Du reste, c'est précisément ce que lui reprochait son fils. Voilà ce qu'on fait dire au jeune Alexandre encore adolescent. Mon père va poursuivre ses conquêtes de telle manière qu'il ne me restera rien d'extraordinaire à accomplir. Mais ce qu'Alexandre reproche surtout à son père, c'est cette sorte de gaillardise, pour ne pas dire de paillardise, qu'il met en tout. C'est un bon vivant, le roi Philippe, un homme de grande vie, qui aime la bonne chair, les belles femmes, les soirées bien arrosées. Tout ça, que voulez-vous, ça dégoûte son fils qui, par esprit de contradiction, adopte l'attitude opposée sur quasiment tous les plans. Le père est un fêtard, le fils affecte la plus grande sobriété. Le père est beau parleur, le fils se montre avare de ses paroles. Le père est réfléchi, prudent, méthodique, le fils sera impulsif, audacieux, parfois brouillon. On pourrait continuer ce jeu des contraires, il suffira de dire qu'Alexandre s'est d'abord construit par opposition à son illustre père. C'est bien le modèle Philippe qui l'a guidé, mais en négatif si vous voulez. Et forcément, dans cette posture, il faut voir l'influence d'une mère abusive qui n'a cessé de vouloir détourner son fils d'un mari qu'elle méprisait. Or, c'est une chose que de se construire contre son père.
Encore faut-il en avoir l'énergie, la force infuse. Et bien ça, c'est justement l'apport de la mère d'Alexandre, l'inénarrable Olympias. Olympias avait été mariée par son oncle au bouillant roi de Macédoine. C'était pas un mariage d'amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle venait d'une région de la Grèce, l'Épire, qui était très arriérée et où le surnaturel imprégnait constamment la vie. D'où sans doute le côté magicien d'Olympias. Elle est grande prêtresse d'Orphée de Dionysos, initiée à leur mystère. Elle se promène partout entourée de mages et d'astrologues, couverte d'amulettes. Moi, je l'imagine parfois des serpents sur les bras. C'est peut-être mon imaginaire excessif. Un peu lyrique, hein. On peut dire qu'Olympias aura inculqué à son fils le goût de l'occulte. Surtout, elle va savoir donner à Alexandre une confiance presque inaltérable en lui-même. Elle ne manque pas une occasion de lui rappeler qu'il descendait par sa famille maternelle du grand Achille en personne, ce qui fait entrer l'enfant de plein pied dans la mythologie. Alexandre, très jeune, s'invente tout un univers de fantaisie où il serait un héros de la guerre de Troie. Il est convaincu d'être d'essence divine. On voit dans le culte qu'il instaurera de sa propre personne un avatar des mœurs orientales. Nous y reviendrons tout à l'heure. On y voit une influence de l'Égypte et surtout de la Perse, certes, mais le terreau était favorable. L'énergie d'Alexandre, forgée contre son père, amplifiée par sa mère, aura été canalisée au bon moment par l'enseignement d'Aristote. Alors évidemment, Aristote est un grec et il inculque à son disciple ses propres préjugés contre les Macédoniens. Bien sûr, le fondateur de la pensée analytique et empirique ne peut que prendre ses distances avec tout l'occultisme un peu sulfureux d'une Olympias. Mais Aristote ne s'arrête pas à cela. Il apprend avant tout au jeune homme à tenter de se définir par lui-même, non comme le fils de ses parents, non comme le futur souverain de son peuple, mais comme un être humain responsable de son propre destin. C'est peu dire que la leçon sera retenue au-delà de toute espérance. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un des grands héros de l'Antiquité est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Il s'agit du fabuleux Alexandre. Franck. Alexandre a 18 ans quand autour de lui la situation cristallise, mais c'est plus que ça, se radicalise. En effet, le roi Philippe, qui a 45 ans, vient de se remarier. Vous imaginez la tête d'Olympias. Pendant les noces entre le roi et sa nouvelle épouse, a lieu une sévère altercation entre le père et le fils. Un des convives porte un toast aux futurs héritiers légitimes de Philippe. Héritier légitime. Alexandre se sent visé, il prend la mouche, jette sa coupe de vin à la tête de l'impudent, et Philippe, qui est furieux, se lève pour corriger son fils, seulement il a trop bu, il trébuche, il s'effondre, et là Alexandre a beau jeu de le ridiculiser. Voilà, mes amis, l'homme qui se préparait à passer d'Europe en Asie. En passant d'un lit à l'autre, il a trébuché, dit-il. Philippe n'en a plus pour longtemps à régner. Olympias n'a pas accepté son éviction, elle mûrit une vengeance rapide et très probablement, on verra ce qu'il faut en penser dans un instant, fait tuer son ex-mari. Alexandre a-t-il trempé dans ce complot ? C'est difficile à dire. Officiellement, il s'est employé à poursuivre et à châtier les conjurés. Officieusement, la rumeur ne cessera de l'accuser de bienveillance à leur égard. Ce qui est certain, c'est que du jour au lendemain, les relations changent du tout au tout entre le fils et sa mère. Il semble qu'Alexandre ait été obsédé par la nécessité de mettre de la distance entre Olympias et lui et que, quelque part, son appel pour les contrées lointaines ait d'abord été une fuite loin de cette mère redoutable et compromise. Faut-il le rappeler, Alexandre a 20 ans quand il monte sur le trône. Sa seule ambition, fidèle à l'esprit de la guerre de Troie, c'est d'aller conquérir le plus grand empire de l'époque, le seul devant lequel Philippe ait dû s'incliner, le gigantesque, le grandiose empire achéménide. La Perse, nous dirions-nous aujourd'hui l'Iran, une de ces grandes civilisations qui paraissent rigides, écrasantes et dont on ne parle presque jamais. Et pourtant, quel univers fascinant, quelle puissance, quelle harmonie dans cet empire du grand roi, le Basileus, comme on l'appelle en Grèce. Alexandre a trouvé le seul adversaire possible pour un demi-dieu tel que lui. Or, après la mort de Philippe, la plupart des grands barons macédoniens ont repris leur autonomie. Les cités grecques commencent à se rebeller, ça fallait s'y attendre. Nul doute que s'il n'avait le génie des armes et de la conquête, Alexandre aurait connu un début de règne difficile et probablement même, sans faire d'histoire-fiction, un règne désastreux. Ses seuls alliés fidèles sont à chercher du côté de quelques généraux de son père, comme Parménion, Perdiccas.
Antipatros, et encore pour ce dernier, c'est discutable. En revanche, l'héritage militaire de Philippe. Alors cet héritage-là est intact. Le jeune roi dispose de l'armée la plus efficace jamais conçue jusqu'alors. Son fer de lance, la fameuse phalange, se compose de paysans très aguerris, puissamment armés notamment, vous savez, d'une grande pique qu'on appelle la salice, de quoi immobiliser n'importe quelle armée en attendant que les fantassins ne viennent la saigner sur place et que les cavaliers ne portent le coup de grâce. Parmi ces derniers, Philippe a institué une troupe d'élite imbattable, les compagnons du roi, où Alexandre lui-même a fait ses premières armes. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Conquérant, philosophe, fondateur de Cité, Franck nous relate aujourd'hui sur Europe 1 le destin fulgurant d'Alexandre. Alors Alexandre, quasiment sitôt roi, va tester sa belle armée sur les frontières de l'Ouest, dans les Balkans, où elle fait merveille. Il franchit le Danube. Il ne va pas plus loin en Europe. Vous savez, l'Europe à l'époque, l'Europe celtique, ça fait encore un peu peur. Il préfère mettre le cap au sud, avec une rapidité foudroyante. Il vient mater la révolte de la cité de Thèbes. Son but est d'impressionner la Grèce, pour la mettre au pas, en quelque sorte, et qu'elle se tienne tranquille. Alexandre s'abat littéralement sur les Thébains, il en massacre 6000, il réduit les autres à l'esclavage, rase la cité, à l'exception de la demeure du poète Pindare, il faut le dire, parce que c'est comme ça, Alexandre a toujours respecté les poètes. Maintenant que ses vassaux sont à genoux, si l'on peut dire, et que son armée est à peu près au point, il distribue entre ses amis les biens de la couronne et chevauche en direction de son but, en direction de cet empire perse. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Dans un premier temps, l'incursion des Macédoniens dans un petit coin du Grand Empire ne soulève pas beaucoup de réactions. Il va falloir 1 an, en fait, pour que le grand roi, pour que le Basileus décide de réagir en personne. Il peut mobiliser, s'il le souhaite, une armée d'1 million d'hommes, ce roi-là. Mais pour ne pas trop s'encombrer, il se limite à 100 000 soldats, dont beaucoup de mercenaires grecs du reste, et fait mouvement à son tour vers l'ouest. Les armées perses iront comme cela jusqu'au rivage méditerranéen, à la hauteur de l'île de Chypre, dans un endroit qui s'appelle Issos. Ça parle évidemment à ceux qui aiment l'histoire. Au moment de la bataille d'Issos, Alexandre est convalescent. Il a pris froid en se baignant, mais il n'emmène pas moins une de ses plus grandes batailles, en pleine nuit, ce qui fait que c'est le soleil qui révélera la défaite de Darius. Darius lui-même en fuite. Ce gamin prétentieux vient d'écraser avec ses phalanges diaboliques l'immense armée du plus grand roi du monde. Après ça, comment voulez-vous qu'il ne se prenne pas pour un dieu? Son père peut bien se retourner dans sa tombe, sa mère faire des offrandes et son précepteur sans doute hausser les épaules. Le nouveau roi de Macédoine vient d'entrer dans l'histoire. Extrait de la bande originale du film Alexandre, signé Oliver Stone. Franck. Alors le roi Darius s'est enfui avant le lever du jour. Alexandre prend possession de son camp. On le voit entrer dans la tente de soie brodée du grand roi. Il contemple le mobilier d'argent, la baignoire de cristal, les encensoirs d'émail tout fumant. Ainsi donc, c'est cela, être roi, dit-il. Le nouveau conquérant va faire un crochet par Damas, où se trouvent ce qu'on appelle à l'époque les bagages de Darius, autant dire des richesses inouïes. Puis il met le siège devant Tyr, en Phénicie. L'épreuve de force va durer 7 mois. Elle mettra les nerfs d'Alexandre à rude épreuve. Et puis il prend le chemin de l'Égypte, où son but principal, ne nous le cachons pas, est d'être initié à de nouveaux mystères. Au grand temple d'Amon, il s'entretient en privé avec le grand prêtre. L'oracle qu'il en reçoit paraît l'avoir libéré d'un poids. On ne sait pas de quel poids. Était-ce la culpabilité de l'assassinat de son père? Ça, nul ne le saura jamais. Ce qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que les richesses de Damas, le cérémonial de l'Égypte, d'une façon générale, les tentations de l'Orient vont avoir raison, mais très progressivement, peu à peu, vont avoir raison de ce qui était au départ l'esprit libre, audacieux d'Alexandre. Lui qui a si vertueusement refusé de rester assis sur le trône de son père, voilà qu'il se couchera plus tard, qu'il se couchera mollement sur des trônes plus dangereux pour l'indépendance d'un homme. Nous en parlerons dans un instant. Un moment, Darius le rappelle aux réalités quand même en cheminant vers lui avec une nouvelle armée encore plus forte. L'affrontement a lieu, là aussi c'est très célèbre, à Gaugamel, pas très loin de l'antique Ninive. À Parménion qui de nouveau proposait d'attaquer de nuit et par surprise, pour compenser un peu le déséquilibre des forces, Alexandre répond « Je ne veux pas voler ma victoire ». Et c'est au petit matin, après avoir dormi tranquillement, qu'Alexandre engage ce qui restera comme sa plus grande bataille. Jamais les troupes n'avaient encore manifesté tant d'impatience à combattre sous les ordres d'un roi divinisé, paré des nouveaux attributs de la puissance orientale. Alexandre, plus tard, va s'enfoncer un peu à son corps défendant dans ses mœurs orientales. Il s'habille d'ailleurs à l'oriental. Il se fait vénérer à l'égal d'un dieu, il boit,
de plus en plus, il sombre régulièrement dans des colères que certains attribuent à du délirium. Même ses amis intimes finissent par avoir peur de lui. N'a-t-il pas incendié par exemple le palais de Persépolis? N'a-t-il pas tué de ses propres mains dans le feu de la colère un ami, Kleitos? Kleitos était celui qui l'avait sauvé au moment de la bataille du granit. Et puis dans un ultime sursaut, je vais très vite pour revenir tranquillement par la suite sur les grands aspects de la vie de ce personnage tout à fait hors norme. Dans un ultime sursaut, Alexandre se lancera à la conquête des Indes. En moins d'1 an, son armée intacte sera sur l'Indus. C'est toujours très étonnant de lire des choses pareilles. Alors, néanmoins, il me semble que s'il fallait retenir une chose de ce personnage, et c'est ce qu'on va essayer de développer, de commenter dans les minutes qui viennent, ce ne serait peut-être pas toutes ces victoires militaires, c'est plutôt la dimension philosophique du personnage, cette espèce d'indépendance d'esprit, cette liberté radicale, on a presque envie de dire, en commettant volontairement un anachronisme, cet individualisme radical qui fait de lui, en pleine Antiquité, sans doute le premier des Occidentaux modernes. Nous sommes en compagnie de Pierre Briand, professeur au Collège de France, qui connaît évidemment cette période mieux que quiconque et qui connaît très bien Alexandre lui-même. Je viens de dire, Pierre Briand, qu'Alexandre était le premier occidental moderne. Ce que je voulais dire, peut-être un peu par référence au prologue de l'Antigone de Sophocle, par exemple, que c'est un homme qui assume une destinée personnelle contre le grand cycle des choses. Il impose son audace personnelle à la face des événements. Certes, je ne suis pas sûr pour autant qu'on puisse nommer le premier occidental, dans la mesure où des gens qui ont une destinée exceptionnelle pouvaient très bien être nés en Égypte ou être nés en Babylonie. On ne manque pas d'ailleurs, ne serait-ce que le fondateur de l'Empire perse, Cyrus, avait tout autant Cyrus le Grand aussi, oui, bien sûr. Avait tout autant ces qualités que vous venez d'attribuer justement d'ailleurs à Alexandre. Donc, ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il a été dans toute l'historiographie européenne depuis le XVIIIe siècle présenté comme le premier des Européens, celui qui a fait basculer le monde de l'Orient vers l'Occident, une première prise de position politique, territoriale de l'Europe en Orient. Parce que c'est vrai que, et je confesse être tombé moi-même dans cette ornière, nous avons une vision très européocentriste de l'histoire, et nous voyons un roi macédonien, déjà vainqueur de la Grèce, aller à la conquête de l'immense empire perse. Mais si l'on voulait voir les choses de façon un peu plus objective, on dirait qu'il y a plutôt au centre de tout ça un immense et ancien empire perse qui va se voir mis à mal par un conquérant venu de l'Ouest. Mis à mal, oui et non. Oui, bien sûr, puisque vous venez de rappeler que... En tout cas, vaincu. Oui, non, je suis bien d'accord avec vous. a été vaincu. Effectivement, l'Empire perse a été vaincu, mais d'un autre côté, Alexandre, dans un premier temps du moins, je ne veux pas dire qu'Alexandre n'a fait que reproduire ce qui existait, mais Alexandre a suivi, si vous vous rendez bien compte de sa marche, a suivi les frontières de l'Empire perse et l'a reconstitué pleinement à son profit. Et d'une certaine mesure, le seul modèle qu'avait un Macédonien ou un Grec à cette époque-là d'organisation impériale, c'était l'Empire perse. C'est le modèle qu'il a pris, qu'il a suivi. Cet empire perse est aujourd'hui le grand absent de l'enseignement de l'histoire, et l'empire achéménide, il suffit d'aller se promener dans le département des antiquités orientales du Louvre pour s'en rendre compte, a été l'un des très grands empires de l'Antiquité. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? C'est étrange, ça. On n'en parle jamais, enfin on en parle, moi j'en parle, si vous voulez, puisque c'est le titre de la chaire que j'occupe au Collège de France. Mais traditionnellement, si vous lisez des histoires des empires dans l'Antiquité, on commencera toujours par un chapitre premier qui sera l'Empire d'Alexandre, et on dira le premier grand empire mondial de l'Antiquité, c'est Alexandre. Mais non, évidemment non. Le premier grand empire mondial de l'Antiquité, c'est l'Empire achéménide. Songez qu'il va du Pakistan actuel jusqu'à l'ouest de la Turquie et qui va de l'Ouzbékistan jusqu'à la première cataracte de Nil à Assouan. C'est l'ancien Iran, hein, pour les auditeurs qui nous prendraient en marche. C'est un peu plus. C'est même plus large. Beaucoup plus large. Oui. Là, actuellement, ça comprend entre 15 et 20 pays indépendants entre le Pakistan, la Turquie, l'Ouzbékistan, l'Égypte, la Libye. Tout ça, c'est un seul empire. Tout ça, c'est l'empire du grand roi achéménide. Voilà. Vous disiez, juste un mot, parce
je vais envoyer la publicité, mais vous disiez que vous avez un site qui est une sorte de musée virtuel de l'Empire achéménide. J'ai créé depuis 10 ans 2 sites, dont un qui est un musée virtuel qu'on peut trouver sur Internet en tapant Google. Mavi, M-A-V-I, musée achéménide virtuel et interactif. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Pierre Briand, professeur au Collège de France dans la chaire Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre. Alors justement, il y a en ce moment au musée du Louvre une exposition qui s'appelle « Au royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique ». Et à l'occasion de cette exposition, nous assistons à une véritable floraison de publications dans la presse, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il y avait eu au printemps dernier un numéro spécial des Cahiers de Sciences et Vie, qui est remarquablement fait. Ça s'appelle Alexandre le Grand au-delà du mythe. En ce moment, le Figaro publie un hors-série qui s'appelle Alexandre le Grand, le royaume, l'épopée, la légende, avec tout un long reportage sur l'exposition du Louvre, justement. Et parmi les articles, c'est Martin Pelletier qui propose 7 mystères de la vie d'Alexandre. On peut peut-être essayer de les résoudre, ces mystères, Pierre Briand. D'abord, est-ce qu'il a tué son père ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire assez nébuleuse tout de même ? C'est difficile parce que l'historien n'est pas vraiment toujours un Hercule Poirot. Et là, les indices sont ténus et faibles, et donc je ne peux pas vous répondre sur la question, puisque c'est une... Très difficile à dire. Il n'y a pas de réponse possible. Il n'y a pas de réponse possible. Par ailleurs, était-il, demande le Figaro, fut-il un fou criminel ou bien un fin politique ? C'est vrai qu'il a eu quand même des accès de folie, disons-le. Enfin, en tout cas, de délire. Il y a eu une tradition depuis l'Antiquité romaine où on le présentait comme tel et qui a été reprise maintenant depuis 20 ans par les historiographies post-coloniales anglo-saxonnes qui le définit uniquement comme un boucher des peuples. C'est un peu plus compliqué que ça. Disons fondamentalement, c'était un fin politique car il a dû non seulement conquérir, mais il a fallu organiser, prévoir les rapports avec les aristocraties locales, passer des accords, mettre de nouveaux administrateurs, conclure cette alliance avec les Perses, avec les nobles perses qui, après la défaite de Darius, sont venus à Alexandre, mais encore fallait-il leur proposer quelque chose qui les satisfasse. Et donc, c'est ce qui explique la politique orientale d'Alexandre, d'alliance avec les Perses, d'accueil de telle ou telle coutume de la cour perse, de manière à permettre aux Perses ralliés de se sentir aussi chez eux. Pour le royaume macédonien, phagocyter l'empire perse, c'est une chose presque impossible. Et il est normal qu'on ait tenté une sorte de synthèse, en quelque sorte. On peut se demander, puisque vous employez le terme phagocyter, que j'aime bien, qui a phagocyté qui ? Oui, c'est ça. Et d'une certaine manière, bon, ça effectivement... La Perse vaincue serait vainqueur de son fier vainqueur. Oui, pour paraphraser quelqu'un de célèbre. Mais disons que les choses sont plus complexes. C'est-à-dire que Alexandre, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a qu'un modèle d'organisation, c'est l'Empire perse. Donc naturellement, il a accueilli un certain nombre de coutumes, de réglementations de l'Empire perse. Il a accueilli aussi ceux qui constituaient la colonne vertébrale de l'Empire, cette aristocratie perse qui étaient les gouverneurs, les trésoriers, enfin les chefs d'armée, qui se sont ralliés à lui. Donc c'est la raison pour laquelle on peut dire d'une certaine manière, pendant au moins la période d'Alexandre le Grand, les 10 ans, l'Empire achéménide se survit à lui-même de cette façon-là. Mais en même temps, Alexandre a introduit des éléments de nouveauté, de transformation, qui vont jouer sur le moyen et long terme. Et c'est notre époque, par un phénomène qu'on appelle de téléologie, qui a tendance à y voir une promotion du cosmopolitisme. C'est plutôt la volonté de... Disons que c'est pas tellement notre époque, disons que ce sont plutôt les philosophes stoïciens donc, qui ont suivi Alexandre immédiatement, enfin chronologiquement, qui ont adopté cette formule du cosmopolitisme, mais qui pour eux n'était pas lié à l'impérialisme, qui était lié à effectivement une transformation des mentalités grecques par rapport à l'étranger et qui pensait possible l'avènement d'un monde cosmopolite où il n'y aurait plus cette distinction entre Grecs et barbares, etc. Mais c'est plutôt une vision philosophique. J'ai sauté une question, mais qui n'est pas négligeable, surtout si l'on se réfère à l'immense œuvre de Roger Perfit. Était-il homosexuel ? On peut supposer, si on lit bien les textes anciens, et si les textes anciens ne racontent pas d'histoire complète, qu'il pouvait être bisexuel éventuellement. Ce qui était d'ailleurs relativement courant. Ce qui n'était pas extraordinaire dans des sociétés d'hommes
même si, attention, l'armée n'était pas faite uniquement d'hommes. S'il y avait 30 000 combattants, il y avait 50 000 personnes derrière qui suivaient, avec les femmes, les enfants, les marchands et tout ça, une ville entière. Voulait-il conquérir le monde, demande l'article du Figaro. Est-ce qu'Alexandre avait cette vision hégémonique, en quelque sorte? Alors, le monde de son temps, évidemment. Non, le monde, je pense pas. Disons que ce qu'on peut dire, et même là-dessus il y a des discussions, quel était le plan d'Alexandre en débarquant. Aucun texte ancien ne nous en parle. Mais de mon point de vue, si on suit bien les décisions prises successivement par Alexandre, il est tout à fait clair qu'il avait en vue la conquête de l'Empire achéménide. Mystère à la Hercule Poirot, allez-vous me répondre, qu'est devenue sa tombe? Alors sa tombe, bien écoutez, elle est toujours là quelque part, sous le sceau d'Alexandrie. Personne ne sait où elle est. D'ailleurs, peut-être a-t-elle été découverte sans qu'on le sache, parce que on a à Alexandrie. Si vous visitez Alexandrie, vous pouvez visiter un magnifique monument qui était un tombeau de marbre blanc, qui aurait pu être. Mais pour le moment, on ne sait pas. Au musée archéologique d'Istanbul également, il y a un tombeau d'Ide. Non, c'est autre chose. C'est un sarcophage qui, lui, on sait d'où il a été trouvé. Il a été trouvé dans la nécropole royale de Tyr, et donc de Sidon, pardon, en Phénicie. C'était donc probablement le sarcophage d'un des rois de Sidon qui a fait graver sur ce sarcophage des scènes de la vie d'Alexandre. Si cette question vous intéresse, vous pouvez toujours vous référer, je parle à nos auditeurs, à l'ouvrage de Valerio Manfredi, Le tombeau d'Alexandre le Grand, l'énigme chez Lattès. Non, mais vous savez, vous avez 25-30 livres qui portent là-dessus. Je crois que vous avez un grand spécialiste mondial, qui est Jean-Yves Empereur, qui travaille à Alexandrie depuis 30 ans, et qui, lui, pourra vous dire exactement ce qu'il faut penser des découvertes successives du tombeau d'Alexandre. Ce que nous allons voir ensemble maintenant, Pierre Briand, c'est comment on peut encore trouver du nouveau sur Alexandre, sur quoi on travaille et en quoi cette discipline mériterait quasiment de devenir une discipline à part entière. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec Sophie Descamps, qui est conservateur en chef au Louvre et commissaire de cette exposition dont je vous parlais tout à l'heure, au royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique. Bonjour Sophie Descamps. Bonjour. C'est une exposition franco-grecque que vous nous proposez. Absolument. Le commissariat est mixte et c'est une exposition sur laquelle j'ai travaillé avec tous mes collègues de Grèce du Nord pour présenter cette histoire de la Macédoine antique et dont une partie a forgé la personnalité d'Alexandre le Grand. On voit toujours ces expositions, on prend 1 heure pour aller les voir, mais vous, ça vous a demandé 7 ans à mettre en place. Oui, parce qu'une exposition de cette importance se mûrit doucement et nous avons cherché ensemble à présenter des œuvres qui, à notre sens, permettent de prendre la mesure de ce qu'était cet art de la Grèce du Nord, de la Macédoine, un art qui avait été créé pour les rois, pour l'élite à la cour de Macédoine et pour laquelle... Notamment pour Philippe, le père d'Alexandre. Pour Philippe, le père d'Alexandre, qui a été véritablement un très grand roi, jusqu'à présent relativement méconnu, parce que la personnalité de son fils était exceptionnelle. Il a été un peu étouffé dans l'histoire, en tout cas. Étouffé dans l'histoire, mais c'était véritablement un personnage essentiel qui a mis en place tous les éléments qui ont permis à son fils, virtuose au demeurant, de partir à la conquête de l'Orient. Tout ce qui est venu après Alexandre mérite le qualificatif d'hellénistique. Est-ce que cet art macédonien dont vous nous parlez est aux racines de cette évolution vers l'hellénistique ? Disons qu'il y a eu une évolution historique qui a conduit à l'émergence de différentes cours, de différentes dynasties, les Séleucides, les Antigonides, les Attalides, les Lagides, puisque souvenons-nous que le premier pharaon grec d'Égypte était Ptolémée, l'un des compagnons d'Alexandre, qu'il avait suivi lors de sa conquête de l'Orient. Et donc, effectivement, il y a eu une suite, mais qui est également marquée, lorsqu'on reste en Macédoine antique, par le fait que, au retour des vétérans après la mort d'Alexandre en 323, il y a eu, semble-t-il, un afflux supplémentaire de richesses qu'on peut observer lorsque l'on travaille sur le matériel funéraire des sépultures de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant notre ère. Et il faut souligner que dans cette exposition sont présentés les résultats de fouilles très récentes, notamment. Merci beaucoup, Sophie Descamps.
Vous êtes donc la commissaire de l'exposition Au royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique. C'est au musée du Louvre. Ça vient d'ouvrir, là, il y a avant-hier. Et c'est jusqu'au 16 janvier. Alors on se dit, on a le temps jusqu'au 16 janvier, mais allez-y tout de suite, sinon vous n'y penserez plus. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous sommes donc toujours avec Pierre Briand, professeur au Collège de France. J'aurais aimé que nous revenions donc sur les sources qui nous permettent aujourd'hui de parler d'Alexandre le Grand. Est-ce que tous les éléments disponibles ont été exploités à ce jour, Pierre Briand? Non, pas encore, et d'autant plus qu'on découvre pratiquement constamment de nouveaux documents. Alors il faut bien voir que pendant très longtemps, on a travaillé uniquement avec des sources littéraires qui étaient d'époque romaine, qui étaient de lointains successeurs de la première génération de chroniqueurs dont les œuvres ont disparu. Mais on a de plus en plus d'autres sources qui apparaissent, et des sources qui apparaissent en particulier, alors la Macédoine, je n'y reviens pas, mais qui apparaissent dans les pays conquis par Alexandre, les pays achéménides. Pour ne prendre que un ou deux exemples, parce qu'on a peut-être peu de temps, on a les tablettes babyloniennes, par exemple, qui donnent des renseignements sur des événements qui sont des tablettes astronomiques où tous les matins, tous les jours, les spécialistes notaient les mouvements des planètes, etc., et renvoyaient parfois un événement particulier. Par exemple, une tablette dit simplement aujourd'hui le roi est mort. Aujourd'hui, le roi est mort. Pour nous, ça n'évoque pas grand-chose. En fait, c'est la mort d'Alexandre qui nous permet de dater la mort d'Alexandre au jour près, presque à l'heure près. Mais surtout, une autre tablette babylonienne donne des indications sur la bataille de Gaugamel et sur les suites de la bataille de Gaugamel. Et la tablette, bien que mutilée, montre assez clairement qu'il y a eu des négociations entre les autorités babyloniennes, les autorités perses de Babylone et Alexandre, ce qui permet d'expliquer pourquoi il y a cette entrée en triomphe à Babylone. Tout avait été préparé, il y a rien de spontané là-dedans. Et on a découvert encore récemment des parchemins qui viennent de fouilles illégales d'Afghanistan, ce qui fait que si des spécialistes ou des privilégiés comme je suis connaissent ce qu'il y a dedans, elles ne sont pas encore publiées parce que le collectionneur qui les a achetés ne peut pas les publier tant qu'ils n'ont pas été, comme on dit en anglais, whitewashed, blanchis et officialisé. Mais ces documents araméens de Bactriane, donc de la région d'Afghanistan, donnent des indications, en particulier sur la transition de l'administration. On voit très bien que sortant du règne de Darius, entrant dans le règne d'Alexandre, les coutumes administratives restent les mêmes, la langue de la chancellerie reste la même, et donc on voit très bien, très clairement, la continuité. Et ça permet de densifier en quelque sorte le tissu et d'avoir une vision un peu moins légendaire en quelque sorte de cette figure. Tout à fait. Et puis, on peut dire qu'il y a eu un avant Alexandre et un après Alexandre ? On peut le dire maintenant. Sur le coup, on pourrait sans pas le dire. Mais disons que, d'abord, la première transformation est d'ordre géopolitique. Depuis un peu plus de 2 siècles, tout le Moyen-Orient, depuis l'Indus jusqu'à Méditerranée, était uni dans une formation unique qui a été reprise, je le disais tout à l'heure, par Alexandre. La mort d'Alexandre voit l'éclatement de cet Moyen-Orient uni. Donc, pendant entre 550 environ et 300, on va dire, pour la première fois dans l'histoire et dernière fois dans l'histoire, tous ces pays ont été rassemblés dans une formation unique. Après, ça éclate. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, aussi bien dans la collection Découverte Gallimard que Sage, etc. Surtout votre lettre ouverte à Alexandre le Grand, publiée chez Actes Sud en 2008. Merci beaucoup, Pierre Briand, d'avoir été des nôtres.